Dans une galaxie perpétuellement en guerre, ravageant des nations, voire des planètes entières, si ce n'est des secteurs, beaucoup deviennent des exilés se mettant au service des grands acteurs de la galaxie, des personnes qui n'ont maintenant plus grand-chose à perdre. Car l'univers est gorgé de zones de guerre interminables, mais pourtant il n'y a jamais assez de main-d'œuvre militaire à envoyer au front, malgré toutes les excuses et l'ingéniosité qu'utilise l'Imperium pour en avoir plus. Pareil pour les autres races majeures, car l'humanité n'est qu'un simple exemple. Néanmoins, bien souvent dans ces puissantes armées, on y retrouve souvent des troupes irrégulières qui sont en dehors de la rigoureuse machinerie militaire impériale. Des gens qui ont pris les armes pour diverses raisons. Certains se battent par patriotisme ou avec une once de fanatisme, ainsi que par devoir ou pour simplement défendre les intérêts de l'une des organisations impériales. Quelques-uns se battent pour la romance et tout ce qui suit derrière, à savoir pour la gloire et la richesse. Pour rester dans l'Imperium, on peut parler par exemple des Frateries Militia, ou de la veillée du 4e chiffre. Mais si les affrontements causent beaucoup de tristesse et de désespoir, elle fait le bonheur des très nombreux mercenaires présents aux quatre coins de la galaxie. Pratiquement toutes les factions majeures y ont eu recours. Dit comme ça, c'est un terme extrêmement large, car cela peut être de la simple racaille venant d'une cité ruche jusqu'aux anciens soldats de la garde impériale, du pirate, toute une tripotée de Xénos comme les Terraliens, les Eluniens, les Loxalt, les Eldar, les corsaires orques et même des Space Marines du chaos, comme les Dark Tusk, un chapitre dédié à Norgueul. Après on peut même rajouter les Road Traders, la Navis Mobilite, voire certains gouverneurs et inquisiteurs qui entretiennent des petites armées privées. Après ce n'est pas une liste exhaustive, loin de là, car c'est un sujet bien vaste, car on pourrait parler des pilleurs de Nelson, une compagnie de mercenaires humains qui s'est louée à une bande d'orques, plutôt cocasse certes. Mais on peut en nommer d'autres comme le Cortax, une sorte de guide de porte-flingue Xénos qui se vendent au plus offrant. Chez le Chaos, c'est extrêmement courant. De tête, on peut mentionner l'Alliance X, une confédération de pirates qui louent leurs services à d'autres seigneurs de guerre. Comme Orag aussi, il y a énormément de mercenaires venant de tout horizon, dont même des alliances avec le Chaos, jusqu'aux Hérétèques qui proposent leurs assassins cybernétiques. En tout cas, énormément de factions ou d'organisations requièrent le service de ces messieurs-dames. Mais le principal problème de ce genre d'auxiliaires ou de troupes irrégulières, c'est que cela varie grandement en qualité. Ce qui donne un côté très imprévisible, dans le sens que c'est un peu au bonheur la chance. Par exemple, les orques se retourneront toujours contre leurs employeurs. Les Eldar noirs pourraient vous arnaquer en tout instant, voire vous trahir. Sans compter ces détails, bien souvent ces troupes sont quelque peu aléatoires militairement, ou lorsqu'il s'agit de loyauté envers leurs employeurs. Alors bien sûr, il existe d'autres compagnies de mercenaires qui sont réputées comme étant extrêmement efficaces. Mais il existe une race qui s'est taillée une solide réputation dans l'art des chiens de guerre, au point que c'est devenu pour eux une véritable culture et une référence pour beaucoup. Reconnus pour leur férocité ainsi que leur fiabilité et leurs extrêmes polyvalences. Les Croûtes, une espèce originaire de Pêche, planète forestière avec quelques continents arides, se trouvant en plein territoire de l'Empire Tau. Bien que leurs origines soient très vagues, voire contradictoires au vu de certaines théories, on y reviendra. Sur le plan physique, un Croûte est une créature humanoïde possédant des caractéristiques propres à la famille des oiseaux, à savoir un bec, des serres avec 4 doigts, une ossature creuse ainsi que légère. La peau quant à elle est légèrement huileuse et adoptant un aspect très rugueux ou tantôt écailleux avec de très nombreuses petites épines, pouvant aussi adopter plusieurs variations de couleurs suivies de longues crêtes épineuses et parfois de plumes. Mais ce qui est flagrant, c'est leur taille impressionnante, arrivant facilement aux alentours des 2 mètres et parfois ils égalisent même avec un Space Marine en hauteur. Bien que cela leur donne une apparence décharnée, ils ont une puissante musculature ainsi que des réflexes bien au-delà d'un être humain. Un Croûte surclasse avec facilité les Catachans ou des troupes de choc dans les combats de corps à corps. Bien que leur déplacement soit dans une posture quelque peu accroupie et étrange, sautillant et bondissant, ils font preuve d'une vitesse inouïe pour grimper ou sauter, surtout lorsqu'ils sont dans leur élément. Ils peuvent se déplacer d'arbre en arbre avec aisance. Pour conserver leur grande agilité, ces derniers préfèrent porter des armures au mieux rudimentaires, voire pas du tout.
Il existe très peu de dimorphisme sexuel physique et son équivalent culturel entre les mâles et les femelles. En vrai, il est pratiquement impossible de distinguer le genre d'un croûte sans prendre en compte les différents aspects que les croûtes peuvent adopter qui n'a rien à voir avec le dimorphisme, bien que ces derniers n'ont aucune difficulté à se distinguer, malgré que certains magos biologiques et inquisiteurs de l'ordo Xeno se sont intéressés à la biologie des croûtes. Cependant, elle reste actuellement une chose peu comprise. Leur rapport reste néanmoins intéressant. Le cerveau d'un croûte est divisé en deux parties. La partie frontale, qui pour beaucoup serait là où se trouvent toutes les fonctions cognitives, tandis que l'hémisphère arrière, plus atrophié, est impliqué dans la rêverie et l'imagination d'un croûte. Les nombreuses épines sur leur tête sont en vérité des appareils sensoriels reliés directement au cerveau. Bien que leurs utilités soient peu claires, mais il est probable que ce soit pour détecter des odeurs bien particulières comme leurs phéromones. Mais ce n'est pas sûr. En tout cas, leur crâne et leur gueule regorgent aussi de toutes sortes d'organes olfactifs. Un croûte dispose aussi d'une excellente vue. Il est théorisé qu'ils peuvent apercevoir plusieurs types de vision comme les ultraviolets ou l'infrarouge. Cependant, leur capacité visuelle est très mystérieuse, dans le sens qu'on ne sait pas s'ils peuvent apercevoir d'autres spectres de couleurs, ou au contraire s'ils sont incapables d'en voir d'autres ou s'ils sont sujets à des troubles visuels de type kératique comme la cédité des neiges. Mais il est probable que ce soit aussi très variable. Chose importante, un croûte, ça n'urine ou ne défèque pas. Ils évacuent leurs déchets par la peau sous forme de sécrétions glaireuses et quelque peu puantes. Ce liquide, probablement inflammable, a de nombreuses propriétés ainsi que diverses utilisations, ayant des vertus curatives et offrant une certaine protection car cela peut dévier les lames. Cette sueur peut être modifiée à volonté par un croûte pour contenir diverses phéromones, ce qui a deux utilités. Premièrement, ces échanges d'odeurs font partie du langage de l'espèce avec leur croassement et les sifflements. Deuxièmement, cela permet d'avoir un certain contrôle avec diverses espèces animales, comme générer des odeurs pour apaiser une bête ou lui donner des directions. Mais en dehors de leur langage, les croûtes peuvent apprendre avec aisance rapidement d'autres dialectes et toutes leurs subtilités, comme la langue des taux, qui est réputée comme étant extrêmement difficile. Leurs sécrétions ont une autre importance, mais on y reviendra plus tard. En vérité, les croûtes sont aussi connus pour une autre raison moins ragoûtante, à savoir leur tendance cannibale et nécrophage. Ces pratiques sont extrêmement importantes, aussi bien culturellement que biologiquement. Quand on parle des croûtes, souvent on considère que c'est une seule et unique espèce Xenos. Mais en vérité, c'est une infinité de sous-espèces très différentes les unes des autres, car ils ont la capacité d'évoluer très rapidement. Leur système digestif est capable d'assimiler l'ADN de ceux qu'ils mangent pour les incorporer dans la leur, ce qui permet au bout de quelques générations que les croûtes obtiennent des capacités de ce que leurs ancêtres ont mangé. C'est à la fois la plus grande force de leur race, mais aussi un beau cadeau empoisonné, car ce n'est pas sans risque, pouvant très bien se retrouver dans des impasses évolutives, voire à même à régresser et à perdre cette capacité d'adaptation, ou à se retrouver dans des résultats plutôt cocasses. Surtout qu'il y a aussi d'autres facteurs biologiques, psychologiques et environnementaux, ce qui rend la chose encore plus aléatoire. En sachant que généralement le croûte standard a tendance à manger un peu tout et n'importe quoi. En fait, c'est un instinct qui leur est extrêmement difficile à contenir. L'énergie est stockée dans des organes qu'on nomme nimmunes. Si quelque chose d'inorganique ou d'indigeste est consommé, le croûte le régurgite en le vomissant avec un certain inconfort. Pour faire simple et prendre une échelle plus petite pour expliquer la chose, sur Pêche, leur monde natal, pratiquement toute la faune de la planète ont un ancêtre en commun, à savoir le chien croûte, le croûtox, le knarloc, le croûtor et ainsi de suite. Ces bêtes sont en quelque sorte le résultat d'un certain dérapage génétique. Heureusement, il y a certains croûtes qui ont une infinité instinctive de diriger l'évolution de leur race, servant aussi de chefs spirituels, les mentors croûtes. Ils sont capables naturellement de savoir ce que leurs frères et sœurs doivent manger et inversement, pour ne pas sombrer dans des impasses tout en prenant des nouveaux chemins évolutifs.
Les mentors sont capables de freiner leur pulsion de dévorer avec plus de facilité car bien souvent un Kroot cède à la faim en plein milieu des combats ou dans les pires situations. Cela permet à l'espèce d'avoir de très nombreuses capacités. Par exemple, si une bande de Kroot mange exclusivement des formes de vie venimeuses, leurs descendants développeront des immunités au poison et seront capables de générer eux-mêmes leurs toxines. Autre situation, si d'autres mangent activement des psykers, ces derniers développeront des talents psychiques, tout comme dévorer des orques sur leur long terme leur accordera une carrure bien plus imposante. Mais il y a au moins plusieurs choses qu'ils évitent de becter, ou plutôt ils ont essayé et ça s'est mal fini. Premièrement, les tyrannides leur provoquent instinctivement une répulsion. Après, il est sous-entendu que c'est pour éviter de devenir soumis à l'esprit de la ruche. Certains Kroot évitent aussi de casser la croûte sur des serviteurs du chaos. Il y a deux raisons. Quand des Kroot dévorent une race douée de conscience, elle adopte aussi leur aspect culturel. Donc, pour faire simple, s'ils consomment des cultistes du chaos, ils vont en quelque sorte se comporter de même. Tout comme déguster des Eldar noirs feront qu'ils deviendront plus sadiques. Et pour revenir au chaos, c'est aussi car ils risquent de développer des mutations indésirables ou de les faire régresser. Puis ils ont aussi des difficultés avec le métal vivant des Nécrons, ce qui a donné un résultat apparemment atypique. Ensuite, il y a eu un cas très cocasse de Kroot qui ont picoré des Catachans pour devenir eux-mêmes des Catachans en refusant d'obéir aux ordres des Tau, adoptant le code vestimentaire Catachan et en parlant la langue Catachan. Ensuite, certaines tribus refusent de manger des Tau, qui est considéré comme un crime au sein de leur propre race, méritant une mort des plus rapides. Et la raison remonte il y a bien entre la fin de la première sphère d'expansion et le début de la deuxième, une flotte d'exploration Tau arriva jusqu'au système où se trouve Pêche. Ils sont tombés nez à nez dans un affrontement spatial entre des Kroot et des orques. Puis ils ont aidé les Kroot et ont commencé une alliance qui s'est finie par une campagne militaire d'une dizaine d'années pour libérer le système du joug des orques et accessoirement libérer le monde natal des Kroot. À la fin, sur Pêche elle-même, les Tau ont rencontré le plus grand des chefs Kroot, Angor Prok, qui a juré en signe de dette que les Kroot combattraient pour le bien suprême, suivi de généreux paiements, il n'en va de soi. Actuellement, des milliards de Kroot combattent pour l'Empire Tau tellement qu'ils leur sont redevables. Bien que leur planète natale a été par la suite attaquée par une flotte ruche tyrannide qui fut sauvée avec l'aide de leurs alliés, et par les Eldar noirs qui ont débarqué en masse car la coterie des prophètes charnels avait découvert leurs capacités évolutives. Donc ils y sont allés en kidnapper directement à la source, malgré l'intervention des Tau qui n'ont pas pu faire grand chose cette fois-ci. Au sein de l'Empire, les Kroot sont tenus en très haute estime et parfaitement intégrés tout en apportant un soutien de poids aux armées Tau. Malgré que leurs habitudes alimentaires a tendance à les rebuter, les Tau pensent néanmoins qu'avec le temps ils abandonneront ces pratiques. De plus, ça a créé un schisme parmi les Kroot, car certains considèrent que la culture Tau ne fait qu'affaiblir leur race, ce qui fait qu'il y a eu des désertions. C'est durant la croisade de Damoclès que l'Imperium rencontra pour la première fois cette race Xénos. Après quelques années, il y eut des contacts entre les deux races pour renforcer quelque peu l'effectif de l'Imperium. Et oui, car les Kroot sont avant tout des mercenaires et tous ne sont pas au service des Tau. Bien que cette pratique est contre le bien suprême, mais en fait ils s'en moquent quelque peu. Cependant, ils cachent quand même leur pratique à ces derniers. En général, les Kroot sont prêts à travailler pour n'importe qui tant qu'il y a des paiements en jeu. En sachant qu'ils n'ont pas vraiment de préjugés envers les autres races et beaucoup prospectent à travers la galaxie pour trouver des personnes prêtes à les employer. Il est même arrivé que des parentés se sont affrontées du fait de leurs employeurs différents, bien que ça n'engendre aucunement des rancunes entre eux. En plus, ils risquent même de combattre côte à côte une fois que de nouvelles alliances seront formées, genre que leurs ennemis d'hier leur proposent de meilleures récompenses pour se retourner contre leurs anciens alliés. Mais en tout cas, ces Xénos respecteront toujours leurs contrats. Cela signifie aussi que leurs sous-traitants ont en partie une influence sur leurs relations avec les autres factions ou races. En vrai, de nombreuses fratries Kroot combattent ou ont combattu aux côtés de l'Imperium. Des Eldar, dans les armées du chaos et même chez les orques. Après, cela varie des bandes de mercenaires Kroot, par exemple les Stunberkers, reconnus comme des chiens de guerre très fiables mais très chers. Disons qu'ils sont de bons négociateurs. Néanmoins, ces Kroot sont plutôt du genre extrêmement rancuniers envers les orques.
donc. Ils seront prêts à tout pour se faire embaucher juste pour massacrer des peaux vertes, quitte à faire des rabais sur leurs tarifs. Par contre, ils refuseront toute forme d'alliance avec des orques ou d'affronter des croûtes. La tribu des Mishtown recherche activement des psykers à dévorer pour renforcer leur pouvoir psychique, pour pouvoir aller de monde en monde sans avoir besoin de vaisseau. Pour faire simple, les groupes de mercenaires croûtes sont aussi variés que leur potentiel d'évolution ou le concept même du mercenaire, comme les Oathbreakers qui sont l'équivalent croûte des orques sauvages. Et c'est peu dire à quel point ils sont primitifs, se faisant rémunérer par des bêtes ou des parcelles de forêt et haïssant la technologie. Suivi de leur opposé même sur le plan technologique, les Coldfire, connus pour leur grande affinité avec les équipements avancés, portant des armures et des armes de pointe, ce qui compense leur faible nombre. Ils sont d'excellentes troupes irrégulières et comme beaucoup de leurs confrères prêts à travailler pour n'importe qui. Par contre, ils exigent de gros paiements ou de l'archéotechnologie, voire des objets datant de l'ère des luttes, et disposant d'ailleurs de puissants vaisseaux spatiaux. Puis après, il en existe des plus atypiques, les Fleshtalkers, qui sont au service d'un apôtre noir. Chose rigolote, ils se sont impressionnés mutuellement, puis en vrai, pour eux, un humain qui vénère l'empereur ou les puissances de la ruine, ça revient au même. Une autre parenté affiliée au chaos incarne quelque peu la déchéance de leur propre race. Connue sous le nom de la Lune Rouge, réputée pour leur extrême violence, cherchant uniquement à tuer ou à faire des rituels sous forme d'orgies sanguinaires, dégainant les armes à feu pour opter pour des armes plus primitives comme des couteaux ou des arcs avec un petit geste de poison ainsi que des explosifs improvisés et des armes à poudre noire, et même avec un équipement dépassé, des créatures comme des gigantesques papillons de nuit compensent cela. Ils sont quand même de taille à tuer des cibles bien mieux armées, au point où beaucoup de personnes du secteur où cette tribu se trouve ont cherché à les recruter. Et beaucoup de champions du chaos ont été la proie de ces derniers. De plus, ces croûtes à moitié fous sont persuadés d'être dans une sorte de purgatoire pour atteindre une forme de paradis assez abstrait. Mais en tout cas, leurs services sont très demandés. Et il y a eu des situations plus comiques. On se souviendra tous de l'inquisiteur radical Falstaff, qui restera jamais dans nos cœurs. Ayant eu la bonne idée, que dis-je, l'excellente idée de venir à un conseil d'inquisiteurs accompagné de croûtes. Une bonne trentaine. Et les balles ont commencé à fuser dans tous les sens lorsque les croûtes ont commencé à faire leurs 4 heures sur des membres de l'Inquisition. Au moins, Falstaff a miraculeusement fui, mais est activement recherché maintenant. Mais cela nous permet de parler des mystères qui entourent cette race, surtout leur rapport à la technologie. Et l'une de ces énigmes, c'est bien que les croûtes maîtrisent le voyage warp sans navigateur ou un équivalent. Secret qu'ils se gardent d'en parler même avec Leto, chose qu'énormément de personnes ont tenté d'y trouver le pourquoi du comment. Il est admis que ces xénos ont une affinité avec la technologie. L'une des théories qui en valide de ce fait une autre serait que les croûtes ont obtenu cette capacité en dévorant des orques, donc des mécanos. Il y a 2 périodes qui pourraient retracer cet événement. La première serait que ça a été durant le conflit orque et croûte avant la guerre de l'Union, et pas après, vu que ces 2 races s'affrontaient dans l'espace quand les taux les ont aperçus la première fois. En tout cas, les peaux vertes auraient fait évoluer les croûtes d'une certaine manière. Cependant, le rapport de l'inquisiteur Mathurin propose une théorie assez révélateur sur le lien des orques et des croûtes. Selon lui, les peaux vertes auraient en quelque sorte engendré les croûtes bien avant la guerre entre ces 2 races. Une bande d'orques aurait atterri par accident sur Pêche, et l'ancêtre biologique des croûtes, à savoir le faucon croûte, en les dévorant, ça aurait permis à ce qu'ils deviennent bipèdes par la suite. Bien que ce ne soit qu'une supposition parmi tant d'autres, mais qui ne contredit pas une autre rumeur sur l'origine des croûtes, que le géniteur de toute leur race serait dû à celui qu'on nomme le père de tous les croûtes. Et ses très nombreux enfants le vénéreraient comme un dieu. Néanmoins, il semble que ce soit un cryptide ou quelque chose qui a réellement existé et qui fut oublié ainsi que disparu il y a bien des siècles, voire des millénaires. Cependant, certaines histoires racontent que ce père serait encore vivant, et il est tout à fait possible que les croûtes honorent cette chose de manière plus métaphorique. Car au final, la culture religieuse des croûtes est assez vague, c'est plus une sorte de vénération des ancêtres, où la consommation de la chair est l'un des principes clés de la spiritualité croûte. Car ils pensent que la consommation d'une proie transmet l'esprit de la proie dans le croûte, qui est ensuite transmis par la suite aux enfants des croûtes.
pour qu'ils puissent se perpétuer à travers eux. C'est un peu leur manière d'appréhender leur capacité d'évolution. Mais cela permet de parler des bizarriques-croûtes, car cette espèce semble pouvoir faire des sauges extraordinaires, voire impossibles scientifiquement parlant. Par exemple, certains croûtes ont démontré la capacité méconnue des Space Marines qui consiste à obtenir le souvenir et le savoir de ceux qu'ils auraient mangés. D'autres peuvent avoir des rêves prémonitoires, parler à des esprits ou des délires dans le même style que le rouge va plus vite chez les orques. Voire même des choses encore plus étranges comme l'héristage de Kangak, un artefact assez particulier qui serait leur version à eux de la fontaine de jouvence. Bon, ceci mentionné, il est temps de se faire une idée bien nette de la structure sociale des croûtes. Donc, les considérer comme un ensemble uni serait une erreur. Bien sûr, ils sont loyaux envers leurs frères et sœurs de sang et perpétuent les traditions de leur lignée. Elles opèrent indépendamment les unes des autres et de manière totalement autonome. Ils n'ont pas d'objectif fixé, si ce n'est de faire perdurer et évoluer l'espèce. Ni de quartier général, ni de commandement central à proprement parler, en dehors de pêche. En tant que tels, les mercenaires croûtes peuvent se trouver un peu partout dans la galaxie. Leur modus operandi et leur organisation peuvent varier selon leur employeur et de l'objectif assigné. En termes d'équipement, les mercenaires croûtes utilisent une très grande variété d'armes et d'armures. Mais souvent on les aperçoit avec des fusils croûtes, et bien sûr leur capacité liée à l'évolution est extrêmement vaste. Ils sont aussi une race xénos très prolifique, mais pas autant que les orques bien sûr, mais leur taux de natalité reste supérieur à celui de l'Imperium. Leur mode de reproduction reste assez simple à comprendre. Les mâles produisent une sécrétion contenant leur matériel génétique au niveau de la paume, et posent leurs mains sur le dos d'une femelle. La gestation se fait dans l'un des nimmunes jusqu'à la mise au monde de la progéniture. Ils accouchent en les régurgitant. Une croûte donne naissance chaque année en moyenne entre 7 et 8 enfants. Mais seulement un quart d'entre eux atteindront l'âge adulte qui est environ de 10-11 ans. Pendant ce temps-là, la parenté prendront soin d'eux. Au vu de ces informations, certaines personnes pensent que les croûtes risquent avec le temps de devenir une race majeure dans la galaxie. Seul le temps nous dira s'ils deviendront une grande nation qui mérite sa place parmi les étoiles ou si elle n'en est indigne, avant de se faire balayer par les nombreuses horreurs que recèle l'univers ainsi que par les sombres vérités. Une chose est sûre est que, comme tout, ils seront condamnés et voués à disparaître pour ensuite quitter la pièce.